Voilà. Bonjour à chacun, chacune qui nous rejoignez dans cette vidéo d'interview. Donc le cycle, c'est donc oser être soi, pleinement soi, avec sa haute sensibilité. Donc bienvenue à vous et bienvenue à mon invité d'aujourd'hui, Claire. Bienvenue. Merci Lydia, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation tout d'abord. Voilà, cette interview, comme un certain nombre d'interviews, depuis 1 an maintenant que j'invite des personnes comme toi, c'est pour inspirer, pour essayer de mieux comprendre aussi comment ça fonctionne, cette haute sensibilité, arriver à enlever justement cette casquette peut-être un peu de victime ou de se sentir toujours en décalage par rapport aux autres et comprendre que c'est un cadeau caché et qu'on peut finalement aller regarder tout ça et oser briller. Donc chacun, chacune, dans des interviews comme celle-ci, en fait, montre une piste, montre un témoignage, donne un témoignage. C'est pas forcément une exemplarité, c'est plutôt une inspiration. On n'a pas à copier, hein, c'est ce que je dis des personnes, mais c'est vrai qu'on s'inspire mutuellement. Alors, je suis sûre qu'avec Claire, vous allez être inspirés. Alors Claire, je vais te présenter tout d'abord et puis tu n'hésiteras pas à rajouter parce que tu es multicasquette, hein, comme on s'est dit tout à l'heure dans les coulisses, tu es multipotentiel. Tu es quelqu'un qui d'abord est consultante en intelligence émotionnelle et relationnelle. Tu es aussi experte en neurosciences et en neurodiversité. Tu es auteur d'un certain nombre de livres sur les divers cognitives et la haute potentialité. On dit haut potentiel sensible, hypersensibilité, ultrasensibilité, comme on veut. Voilà, donc un des livres que alors moi je n'ai pas, parce que j'en ai un là, que je montrerai aussi, mais il y en a un que tu as écrit en 2018, Pleinement moi, hypersensible, différent, et c'est cool. Donc tu l'as là, je crois, hein, si tu veux le montrer. Oui, tout à fait. Ça, mais voilà, donc c'est celui-ci. Hop, attends, j'essaie de le mettre bien face à la Yes. caméra. C'est le tout premier qui existe aussi en livre audio, ce qui est très, très pratique pour ceux qui n'aiment pas lire. Donc voilà, et en général, dans les diversités cognitives, on a un peu de mal à lire. Donc voilà, c'est pour ça que je viens de le faire là, il n'y a pas longtemps en livre audio. Ah, génial. C'est comme les gens qui adorent les podcasts, hein. C'est vrai que du coup, c'est tellement plus simple pour certaines personnes. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, j'ai le livre de Claire, celui-là. Donc, vous voyez aussi, Pleinement moi, mais le carnet de bord pour elle, et il y en a un pour lui aussi. 60 Tout à fait. jours vraiment d'exercices pratico-pratiques, hein. Vraiment, c'est du coaching live avec le cahier d'exercices. Voilà. Et dédicacé par Claire, parce que donc j'ai connu Claire parce que c'est une autre casquette qu'elle a dans un one woman show. C'est décidé, je deviens moins con. Voilà, et j'ai rencontré Claire à ce moment-là, dans ce spectacle magnifique et déjanté et décoiffant, j'allais dire. Elle est aussi conférencière internationale, voilà, hein, c'est ça que tu es, Claire, sur le leadership et la neuroatypicité. Moi, j'aurais dit neuroatypie, mais tu pourras expliquer d'ailleurs pourquoi tu utilises ce mot-là. Et tu es en fait révélatrice de solutions extraordinaires. Alors, Merci est-ce que tu veux beaucoup. rajouter quelque chose ou compléter? Rajouter non, parce que ça fait déjà beaucoup et à chaque fois que j'entends quand on me présente, je dis: «Ah ouais, je fais tout ça quand même, c'est chouette» et surtout, ben, voilà, tout est dans ce que tu disais tout à l'heure, je suis pleinement moi, avec mon Mmh. multipotentiel, mon hypersensibilité, ma neuroatypicité. Alors pourquoi je dis pas neuroatypie? Parce que j'ai commencé par voir le premier mot neuroatypicité et qu'après neuroatypie est arrivé et que moi je suis restée à neuroatypicité. Plein de choses. Je suis une ancienne prof. J'ai fait beaucoup d'accompagnement scolaire, notamment pour tous les jeunes qui étaient en rupture scolaire, qui étaient en phobie scolaire. Mmh. Et en gros, je bossais pour des trucs de cours particuliers et à chaque fois, on me refourguait les cas que personne ne voulait. Et dans ces cas que personne ne voulait, il y avait que des gens comme moi, en fait. Et Mmh. on a grandi ensemble et c'est ce qui m'a aidé à m'affirmer, à oser aller faire des choses et à être là aujourd'hui avec toi. On s'est rencontrés pour mon spectacle. Juste avant, je faisais un colloque pour présenter aux entreprises ce que c'est que d'être neuroatypique. Et en fait, moi, mon but, c'est ça, c'est de révéler aux gens qui sont extraordinaires et qui serait temps qu'ils s'en rendent compte, en fait. Donc voilà.
Et c'est pour ça que je dis que ton spectacle est décoiffant et un peu déjanté, parce que du coup, ça montre effectivement que la voix, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est parce qu'effectivement, on a été souvent mis dans des étiquettes, hein, parce que des gens ne se comprenaient pas, mais parce que les autres nous voyaient différents. Et c'est ça que tu apportes aussi, ce côté cool. Moi, j'aime bien quand tu dis ça, parce que c'est arriver à décomplexer un peu et arriver à retrouver ce naturel, cette simplicité finalement, d'être différent, certes, mais voilà quoi, on est aussi des êtres humains comme les autres. On est des êtres humains comme les autres et j'aime beaucoup dire parfaitement imparfait. Et c'est Ouais, ça qui change la vie quand on arrête de se mettre la pression, quand on arrête ouais, d'être normal. Moi, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent en me disant je veux plus être hypersensible, je veux être normal. Je dis mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire un truc pareil? J'ai eu la chance d'être interrogée par, interviewée, lapsus révélateur, interviewée par Joseph Chovanec il n'y a pas très longtemps, donc qui est une personne autiste extrêmement connue médiatiquement et qui à un moment pose la question, voilà, est-ce qu'il y a, imaginez, il y a un bouton là, ça vous rend normal, est-ce que vous appuyez dessus? J'ai dit, mais certainement pas en fait. Même si mmh, j'ai passé, on va dire, la grosse première moitié de ma vie à vouloir absolument être normale, aimer et accepter, où j'ai fait donc n'importe quoi. Le tiers d'après, j'ai essayé de trouver le juste milieu, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai un accident de parcours qui a fait qu'à un moment, j'ai compris que je pouvais être pleinement mmh, moi et que la Terre n'allait pas s'arrêter de tourner et qu'on n'allait pas me mmh, balancer des cailloux parce que ça, c'était avant et qu'en fait, le fait d'être vraiment ancrée dans qui je suis mmh, a totalement changé et ma posture pro et mes relations amicales, mes mmh. relations amoureuses, mes relations familiales, et cetera. Donc, rien de plus simple qu'être soi, en fait. Je comprends pas pourquoi on n'y pense pas. Je comprends pas. C'est ça. Mais justement, c'est quoi ta révélation? Comment ça s'est passé si tu en as eu? Tu sais, il y a différents moments un peu, où on peut dire ou alors un process en fait, qui, fait dire que, bah, ouais, effectivement, j'ai cette haute sensibilité, je fonctionne peut-être différemment et je suis pleinement moi avec ça. Mais ça se fait pas du jour au lendemain toujours. Alors, ça se fait rarement du jour au lendemain, à moins que quelqu'un ait trouvé le bouton on-off que moi, j'ai pas encore trouvé. Ça a été un process par étapes. Tu as combien de temps pour que je te raconte toute ma vie? Moi, Écoute, fais comme toi tu le sens aujourd'hui pour qu'effectivement ça parle, tu vois, aux personnes qui te connaissent oui, pas. Je je sais pense que qu'il y a peut-être c'est des personnes qui te important. connaissent, hein, mais là, dans les personnes qui vont nous écouter. Alors, tout a commencé quand j'étais petite, quand le diagnostic de dyslexie, dyscalculie au potentiel intellectuel est tombé quand j'avais 6 ans, au CP. Donc, on se rend compte que je suis quand même en avance sur plein de trucs et en retard sur d'autres. Et du coup, il y a cette espèce d'incohérence qui interroge. Et c'est pas. L'école n'est pas très positionnée là-dessus. Alors, moi, j'ai 44 ans, donc ça nous ramène dans les années 80. Mon Dieu, les années 80, vous vous souvenez de la mode, c'était horrible. Ça nous ramène à ce moment-là et j'ai la chance d'avoir une mère qui est prof à l'époque et qui du coup se rend compte, prof de français, et qui se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, c'est Mmh. pas cohérent ce qui se passe. Donc on m'avait fait redoubler une classe, j'ai fait 2 dernières années de maternelle parce que pour pas que j'ai un an d'avance, parce qu'en maternelle, ils voulaient me faire avancer, mes parents n'ont pas été pour. Donc j'ai fait 2 années de compacte de pommes, c'était parfait. Et, Mmh. du coup, arrivé au CP, grosse galère sur la lecture et l'écriture. Donc là, le verdict tombe, une super orthophoniste qui m'apprend à comment dire, à comprendre mes stratégies de compensation et mes stratégies de contournement en tant que neuroatypique. Et la seule chose que je comprends, c'est qu'il faut avoir des bonnes notes pour qu'on me laisse tranquille, en fait, pour qu'on me laisse rêver si j'ai envie de rêver, pour qu'on me laisse faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je mets tout le focus là-dessus. Et à cette époque-là, et remarque, tu me diras, aujourd'hui, c'est encore assez souvent le cas, le seul élément qui est mis en avant, le seul élément sur lequel on s'inquiète, c'est effectivement tout ce qui est cognitif, donc apprentissage. Et on ne prend absolument pas en considération la dimension sociale, émotionnelle, affective qu'on a avec cette neurodiversité. Autant te dire que l'hypersensibilité, on n'en parlait pas. On disait que j'étais trop ceci, trop cela, trop douillette, trop sensible, je supportais pas la violence, je passais pas tous ces trucs-là. Bah, en fait, j'étais absolument pas adaptée au monde autour de moi. Et, du coup, je me suis construit en donnant aux gens ce qu'ils attendaient de moi. C'est ce fameux faux self dont on te parle. J'avais à peu près un masque pour chacun et il y a des moments où je craquais en fait parce que c'est extrêmement compliqué de ne pas être soi.
j'ai compris toute la dimension de la notion de crise d'adolescence, mais surtout crise existentielle. Je suis qui? Je fais quoi? Pourquoi je m'aime pas? Pourquoi les autres m'aiment pas? Pourquoi on se moque de moi? Pourquoi on me manipule? Pourquoi les gens tiennent pas parole? Ça, c'était un Mmh. truc que je pigeais pas. Mmh. Pour moi, les gens, ils disaient un truc bah, c'était un engagement, tu vois? Bon, Mmh. encore aujourd'hui, je travaille dessus, hein. Mais voilà, c'était pourquoi il y a du mensonge? Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Pourquoi il y a de l'injustice? Mmh. Pourquoi on respecte pas la vie? Pourquoi on est méchant? Enfin voilà, toutes ces choses-là tournaient en boucle Mmh. et l'image que la société me renvoyait, en tout cas ce que j'en comprenais, c'est que j'étais anormale et folle. Et donc c'était vraiment compliqué. Mmh. Donc je m'efface par rapport à tout ça, je fais taire tout ça. J'ai déjà pas mal de problèmes de santé, ça ne fait que les aggraver et je deviens une bête de concours. Je majore à peu près tout le temps, j'ai de très bons résultats, je vais en prépa, enfin j'ai majoré à 18 de moyenne devant le Collège de France, formidable, ça ne sert à rien dans la vie, en tout cas pour moi, pour mon épanouissement, que dalle. Mmh. Et Mmh. comme on mesure, j'allais dire, à cette époque-là, vraiment notre valeur sur nos notes Ouais. et sur le cursus qu'on fait, ah oui, je fais prépa, je fais triple formation à la fac, c'est génial, je suis présidente d'asso, etc. Je majore partout, mais qu'est-ce que je suis malheureuse en fait. Mmh. Je suis extrêmement malheureuse, je vais vers des mecs qui me maltraitent, j'arrive pas à avoir d'amis, j'arrive pas à les garder, à chaque fois on me dit que je suis trop bizarre, c'est Mmh. vraiment compliqué. Donc, je tombe gentiment en dépression à 22-23 ans. Un jour, j'en pouvais plus, je débarque chez le médecin: «Comment ça va?» Je m'effondre, je me mets à pleurer et là, il me met de suite sous cacheton et ça a été une catastrophe parce que, les antidépresseurs, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. J'ai fait une très, très mauvaise réaction, où j'ai même, failli faire une tentative de Ouais. suicide, donc c'était clairement pas moi. Donc je me suis sortie de là et là, ça a été là, j'allais dire, là, ça a été mon 1er acte de connexion à moi. C'est: «OK, je suis pas heureuse, mais je vais m'en sortir, en fait». Et là, je suis allée faire ma première retraite spirituelle. Bien Mmh. mieux pour moi que les antidépresseurs. Je suis allée à 22-23 ans dans un monastère, à côté des Alpes et pendant une semaine, j'ai fait une semaine en silence. Et là, Mmh. j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire tout ce qui allait pas dans ma vie et j'ai Mmh. essayé de pardonner. Donc ça a été un 1er pas. Donc je suis revenue, assez fière de moi, genre: «Eh, j'ai travaillé sur Mmh. moi, j'ai été voir des psys, Mmh. c'était très, très mal passé». Et puis heureusement que je m'étais armée parce que je me suis repris plein de claques dans la tronche après professionnellement. Et l'autre grand déclencheur, c'est mon corps, hein, qui a parlé. Donc j'ai essayé de m'assimiler dans le monde du travail. J'ai été dans la fonction publique, mais j'ai failli vraiment en crever tant mais c'était inepte en fait. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'on attendait. Je voyais que de l'injustice partout. J'étais douée, on me massacrait. Mmh. Je faisais mon espèce de bécasse, j'y arrivais pas vraiment en fait. Et donc du coup, ça n'allait pas bien. Mmh. Et là, mon corps a complètement lâché. Il y a 12 ans, je me retrouve, aux urgences. J'ai une tumeur, au niveau, du ventre et elle explose, en fait. Et donc, Ouais. je me retrouve à alors je fais ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Je meurs sur la table d'opération et je reviens. Et Mmh. quand je suis revenue, quand j'ai vraiment fait ce choix de la vie, hein, c'est aussi ce dont je parle dans le Mmh. spectacle, parce que c'est vraiment j'allais dire toute ma reconnaissance de moi à moi-même, où là, j'ai vraiment décidé d'être moins con à ce moment-là en revenant, hein, c'était aussi l'inspiration. Je me suis dit: «OK, je reviens, mais cette fois, je m'écoute et cette fois, j'allais dire, comme on en parlait en coulisses tout à l'heure, et je fais le job», tu vois? Et là, je me suis dit: «OK, je vais arrêter d'essayer d'être qui je suis pas, parce Mmh. que de toute façon, ça me rend pas heureuse, parce Ouais. que j'ai pas l'impression que les gens m'aiment vraiment ou qui ils aiment, c'est pas moi. Donc tant pis, de toute façon, je peux tout perdre, je vais avancer». Et j'ai fait ce schéma-là, je suis revenue, j'étais dans un état catastrophique, j'avais perdu partiellement l'usage des bras et des jambes, c'était l'enfer. On me donnait 4 mois à vivre et j'ai dit au médecin d'aller se faire voir. Je dis: «Non, je vais vivre, mais je vais vivre à ma façon». Et c'est là que j'ai commencé à vraiment travailler davantage sur moi, à aller plus en profondeur sur Mmh. mes formations en neurosciences, en PNL et tout ça, et surtout méditer. Méditer, changer mon Mmh. alimentation et m'écouter. Et Mmh. arrêter de me cacher derrière des rôles. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu vois, là, ça fait 12 ans. Mmh. Et je vais de mieux en mieux et Mmh. je m'affirme, je m'épanouis et je sais que ça inspire plein de gens. J'en ai fait un bouquin aussi de cette histoire-là parce que ça a été aussi très thérapeutique pour moi. Et je me suis rendu compte que mon hypersensibilité, c'était un cadeau.
ça me permettait de me connecter aux gens. J'ai arrêté d'avoir peur de toutes ces choses cheloues que je ressentais et que je comprenais pas. Mmh. Surtout, on me disait: «Ah bah non, je comprends pas, moi je ressens pas». Bah ouais, mais moi Mmh. je Mmh. et j'ai beaucoup, comment te dire, juste pour terminer là-dessus, quand on est au potentiel intellectuel, on a tendance à tout miser justement sur notre cerveau, sur notre mental, sur l'intellect. Et si vous saviez à quel point ça pourrit la vie. Et c'est vrai que du haut de mes 140 et quelques, je sais plus combien de QI, plus je peux poser le cerveau, mieux je le fais en fait. Et Mmh. c'est aller dans le cœur, vraiment être connecté à tout ça, être sur cette approche holistique de la vie et me dire, OK, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour ressentir. Mmh. Pas que mon cerveau pour Mmh. capter des infos, mais aussi ma grande sensibilité et ce qui Mmh. me permet en fait, d'avoir une autre grille de lecture du monde. Et ma vie est beaucoup plus zen depuis. Mmh. Merci Claire. Alors, à la fois, on a suivi ton parcours là de dingue, quoi, hein, quelque part. Alors, il y a une chose qui me vient, et après, il y a une chose plus technique. Mais ce qui me vient en Vas-y. premier, c'est qu'est-ce que tu penses, justement, notamment par rapport à la haute sensibilité. Alors, souvent, c'est aussi, il y a beaucoup de hauts potentiels intellectuels qui sont HP, HPS, oui, haut potentiel sensible, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport à justement la révélation pour soi, la reconnexion à soi de manière holistique? Est-ce que dans ton expérience, dans aussi effectivement ton, voilà, ton accompagnement des personnes, est-ce que tu vois qu'il faut se casser les dents vraiment fort pour les hypersensibles, pour vraiment arriver à reconnecter avec soi et arrêter de jouer quelque part des faux selfs sans arrêt, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, il y a 77 des personnes à haut potentiel intellectuel qui sont aussi hautement sensibles et Mmh. en fait, c'est pas que pour nous entre guillemets, si on se ramasse pas, on peut pas se relever. Si on se perd pas, on peut pas se trouver. Et ce que je dis aux personnes que j'accompagne et qui sont pour la plupart en très, très grande souffrance, parce que Mmh. beaucoup aussi dans l'analyse de qui elles sont et cetera, mais toujours en mode négatif, heu, on vit ce qui est à notre hauteur. Mmh. Et du coup, quand on a cette grande sensibilité, ce grand potentiel, et ben, on va se ramasser d'autant parce que sinon, en fait, on n'est pas capable de comprendre le message. Ouais. Donc oui, on se prend des grosses claques, oui, on se prend un immense mur, et quelque part, tant qu'on l'a pas pris, c'est hyper compliqué de se relever et d'avancer. Mmh. Je connais personne, je cherche, mais je connais personne qui Mmh. soit complètement connecté à soi sans s'être ramassé avant, en fait. Il y a toujours soit un accident, une maladie, une faillite financière, des décès dans la famille ou des choses comme ça. Il y a ce choc pour se dire, OK, je sors. Et ça, Mmh. c'est, là, je prends ma casquette neurosciences. Mmh. Je vis à 95% du temps en mode automatique, je hein, étant universel. Mmh. Mmh. Si je veux aller dans cette conscience de moi, il faut que Mmh. je sorte de mon mode automatique. Et j'en Mmh. sors que quand, en fait, il ne me sert plus. Mmh. Trois quarts du temps, c'est hyper confortable de faire toujours la même chose, en fait. Donc oui, il y a besoin d'une claque ou de plusieurs pour pouvoir réagir. Mais qu'est-ce que c'est Ouais. chouette, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est comme si il y a un dépouillement à faire aussi de quelque chose. Tu le dis, toi, tu parles du pilote automatique, mais c'est ça, c'est arriver à aussi avoir le miroir en face en se disant mais qu'est-ce que je fais, quoi. Et tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs. Tu dis mais à un moment donné, je choisis ma vie. Et ça doit être Mm. hyper conscient en fait, parce que sinon, Oui. souvent, enfin, on n'a même pas conscience effectivement qu'on vivote, qu'on survit, qu'on, je sais pas, on met les mots qu'on veut, mais voilà, Bah, voilà, tu on vois. part du principe que tout est acquis et on te vend une sorte de programme en te disant bah, la vie, ça va être ça. Il va falloir que tu ailles à l'école, que tu fasses des études, que tu aies un métier, que tu Mm. fondes une famille, que tu aies une maison, que tu prennes un crédit, que tu aies un SUV, machin et tout. Et tu es là, tu fais c'est vraiment pas. Moi, ça me vend pas du rêve ton truc en fait. Mais tu as des gens que ça Mm. rassure. Donc, à partir du moment où on te prédestine à plein de choses, euh, et qu'on t'explique que la société, alors j'adore cette fameuse société, mais la société, elle n'a que le pouvoir qu'on lui donne en fait. Hein. La société attend de toi que, bah non, en fait, c'est d'abord moi, je vais voir ce que j'ai envie de faire et ensuite je vois. Et à partir du moment où on est omnubilé par la norme, par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les séries, etc., C'est ça. forcément, on façonne notre vie avec des faux repères. Et c'est là où notre richesse de différence ne trouve pas forcément sa place. Alors, merci de noter ça parce que moi, c'est une question que je pose souvent. Comment tu vis? Je sais que toi, a priori, tu le vis bien et de mieux en mieux. Les éventuels jugements extérieurs,
qui peuvent, parce qu'il y a eu comme soi-disant une mode, alors que c'est pas une mode, c'est parce qu'effectivement ça a été de plus en plus vulgarisé. Donc tant mieux quelque part, parce que justement ça amène de la compréhension justement pour des personnes qui sont en souffrance. Donc au contraire, moi je trouve que tant mieux. Et c'est pas une mode, c'est pas, même si certains effectivement. Mais en tout cas dans les médias, parfois ça peut être dit comme ça. Toi qui en plus t'exposes, je veux dire tu es conférencière, etc. Donc tu côtoies ça. Comment tu sens et comment toi tu t'affirmes là-dessus? Quelle est ta façon de parler, ton jargon, ta façon de te positionner? Alors, il y a plusieurs choses. Elle est très intéressante ta question parce que justement, il y a le fait de vivre de l'intérieur et d'être un porte-parole ou experte sur le sujet. Donc, j'ai beaucoup ri quand des magazines m'ont contacté pour que je donne mon avis sur la série HPI TF1. Alors là, j'étais là. Ok, attention, on y va. Je te rejoins sur le fait que même si c'est une mode, même si c'est mis en avant, ça a le mérite d'être mis en avant et on en parle. Donc pour moi, ça brise des tabous. Là, c'est important. Par contre, on va éviter de faire n'importe quoi. Là, c'est plus compliqué. Et dans tout le fleuron d'experts et de personnes avec de bonnes intentions que nous sommes, il y a des personnes qui font du très bon travail, il y en a d'autres qui font un moins bon travail. Ça reste justement notre humanité. Personnellement, savoir que je suis différente depuis que j'ai 6 ans change énormément de choses par rapport aux personnes qui s'en rendent compte à 30, 40, 50 ans, pour qui c'est la révélation ultime et qui, en fait, ont la sensation d'être passés à côté de leur vie et de ne pas savoir qui ils sont. Donc, moi, je vois beaucoup de personnes que j'accompagne, soit ils s'en rendent compte en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, soit par leur enfant qui lui-même est diagnostiqué neuroatypique et c'est comme on sait que c'est génétique, il y a peut-être un truc qui vient de l'un de vous deux. Et là, bien souvent, c'est le choc et les personnes le vivent à la fois comme une révélation et comme une condamnation. J'ai les deux, moi, dans les personnes que j'accompagne, avec un refus catégorique ou avec un soulagement de enfin, je comprends pourquoi les gens ne comprenaient pas. Voilà, il y a ces deux choses-là. J'en parle, je l'espère, en tout cas, le plus simplement possible, de la façon la plus naturelle possible, où j'espère que demain, parler de dyslexie, parler de haute sensibilité, hypersensibilité sera exactement la même chose que de parler d'un droitier, d'un gaucher, d'un roux, d'un blond, etc. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses sur les réseaux pour les particuliers, mais aussi beaucoup de choses au niveau des entreprises pour pouvoir justement permettre à chacun de trouver sa place là-dedans. Après, c'est le regard que la personne porte elle-même sur sa spécificité. Où il y a encore beaucoup de personnes qui ont honte, notamment tout ce qui est lié au 10, en fait, les personnes se sentent déficientes. On leur dit depuis qu'elles sont petites qu'elles sont nulles, qu'elles ont un dysfonctionnement. Donc, il y a cette honte qui est là. Et il y a aussi, d'un autre côté, toutes les personnes qui ont envie de se reconnaître dans l'hypersensibilité, de se reconnaître dans la douance parce que, alors, j'allais dire entre guillemets, c'est de l'humour, parce que c'est classe, parce que ça permet de revendiquer une différence. Et je pense que ce que ça nous apprend, en tout cas, moi, je le vis comme ça dans toutes les interventions que je fais, les gens ont besoin d'être compris sur leur spécificité, quelle qu'elle soit. Et il y a ce besoin de revendication de je ne peux pas être comme tout le monde, en fait, j'en peux plus d'essayer de m'assimiler à un moule. Laissez-moi ressentir de la sensibilité, laissez-moi être différent. Et dans tous les travaux sur la sensibilité et la haute sensibilité, revenons à une base, nous sommes sensibles à la base. Toute personne qui regarde une pâquerette et un chaton n'est pas hypersensible. Et ça, c'est important aussi de rappeler que dans notre humanité, on a cette part de sensibilité qui permet notre empathie, qui permet la solidarité. Et c'est pas mal d'être sensible. Mais sur la société de performance dans laquelle nous sommes, où nous avons effectivement gommé les émotions, toute sensibilité affirmée est considérée comme une faiblesse. Donc, on a tout ce réapprentissage à faire. Alors, quelque part, tant mieux s'il y a plein de gens qui se reconnaissent hypersensibles, au moins ça les connecte au cœur, s'ils sont capables de voir le beau côté. Par contre, s'ils se sentent mal en disant, voilà, moi je trouve pas ma place dans ce monde, il y a trop de violence, etc., ou personne ne me comprend, ou je prends trop les choses à cœur, bien souvent, ce n'est pas de l'hypersensibilité, mais c'est aussi des blessures du passé à guérir. Enfin, il y a tout plein de schémas complexes en fait à reprendre. Oui, merci. Ça permet en tout cas de mieux saisir qu'il y a tout un travail de fond, un travail aussi de forme, et que
il y a aussi bien sûr des associations, et plus effectivement on mettra les choses au clair, plus ça permettra, je pense, voilà, de poser les jalons et de faire avancer. Ça, je suis d'accord avec toi sur le fait que finalement, ce monde est un peu hypo, entre guillemets, sensible d'une manière générale, sans parler d'hyper, hein, pour le coup. Et là, je pense que c'est intéressant parce que peut-être que les hypersensibles ou les ultrasensibles ont un job aussi à faire pour eux-mêmes d'abord et quelque part pour la société. Sans forcément prendre le flambeau, tu vois, mais je me dis que c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, à un moment donné, ça fait partie d'être soi, quoi. Donc, si on enlève ça dans cette vision holistique, ben, il nous manque quelque chose, quoi. On peut même aller plus loin, si tu le permets, parce qu'en fait, Ouais. l'hypersensibilité, au niveau neuroscientifique, on sait que c'est une spécificité qu'on retrouve chez une centaine d'espèces, dont l'homme. Et on sait que c'est une évolution à l'environnement dans lequel nous vivons, environnement jugé beaucoup trop violent. Et si la nature a décidé de développer des souris, des poissons et des hommes hypersensibles, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se joue en fait. Donc, dans cette logique-là, et c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent dans mes vidéos, on est hypersensible, oui, on a quelque chose à vivre en s'affirmant soi, en apportant cette douceur au monde, on va permettre aux gens de se sentir mieux. Alors, je suis totalement convaincue qu'on a ce potentiel-là de pouvoir faire du bien aux gens de façon tout à fait naturelle, mais c'est super difficile de le faire quand nous-mêmes, on ne va pas bien. Exact. Là, le job, effectivement, c'est d'aller, toi tu l'as dit dans ton parcours, d'avoir un job aussi de travail sur soi, hein, de connaissance de Ouais, soi. Et donc, ouais. ça demande bah, voilà, de poser la casquette aussi, même si on n'aime pas dire ça, mais en fait, un peu de victime, quoi. Hein, et j'en ai parlé d'ailleurs à Saverio dans une interview avec lui, parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Donc, à la fois, c'est bien, effectivement, on a besoin, quand on a la révélation, peut-être effectivement de trouver un groupe d'appartenance, mais de rester là-dedans, à se plaindre, effectivement, à se mettre en distance par rapport à la société, par rapport aux autres, pas la société, parce qu'on fait partie de la société, ben, du coup, c'est pas cool, parce qu'en fait, ça ne va pas nous aider et ça va pas aider les autres non plus. Voilà, je sais pas toi ce que tu en penses, ça a fleuri quand même sur les réseaux sociaux, Ah, tu je parles des suis réseaux sociaux. totalement d'accord avec toi. Je me souviens de quand la journée de la sensibilité, la journée nationale de la sensibilité a eu lieu, on avait fait un événement justement à Paris avec l'Observatoire et tout ça. Et en fait, il y avait 250 personnes et les 250 étaient à peu près, alors je caricature, revendiquer leur mal-être et revendiquer la reconnaissance d'un statut handicap. Je suis hypersensible, donc je ne peux pas travailler, donc je ne peux pas ci, donc je ne peux pas ça. Et là, moi, j'avoue que j'ai pris la parole et je dis, je suis désolée, mais je ne me sens ni handicapée, ni en mode victime avec mon hypersensibilité. La grande difficulté de ces regroupements ou des réseaux, je sais que j'ai arrêté très très vite les groupes sur Facebook parce que les gens se tirent vers le bas et C'est ça. voient vraiment tout ce qui ne va pas. Et c'est là où, en fait, oui, je te rejoins tout à fait. On a besoin de sortir de notre posture de victime qui est ultra confortable, en fait. Hein. C'est comme ça que notre cerveau décide de poser le truc. Ils sont tous méchants. Ok, d'accord. Mais je peux aussi arriver à m'affirmer et à choisir d'autres relations que d'attirer des relations toxiques. Et du coup, ça demande une vraie prise de conscience de soi. Ça demande de se remettre en question sur les personnes qu'on fréquente. C'est hyper facile de dire que les gens ne sont pas gentils avec nous. Quand on prend conscience qu'on a une part de responsabilité là-dedans, c'est ultra dérangeant en fait. Alors, c'est beaucoup plus facile d'en vouloir aux autres et dire non, je vais attirer d'autres personnes. Bah ouais, mais pour attirer d'autres personnes, il y a besoin d'être au clair avec soi. De passer de l'âge de l'adolescent à l'âge adulte, hein, en quelque sorte, hein, tu vois. C'est un peu ça, mais alors de l'adolescent à l'âge adulte, mais faut savoir aussi que l'enfant, par contre, lui, il a ce potentiel super d'être ancré sur le moment présent et de voir la beauté des gens. Et voilà, c'est à partir du moment où on nous demande de répondre à des codes sociaux et sociétaux que ça devient plus compliqué pour nous. Moi, quand j'ai une maman d'élève qui m'avait, enfin une maman qui m'avait contactée en me disant je ne sais pas quoi faire, mon fils de 4 ans, je suis convoquée pour mon fils de 4 ans parce que sa maîtresse trouve qu'il est trop chochotte, il ne supporte pas la violence dans la cour. Je fais mais c'est vraiment cette question-là qu'on doit se poser ou est-ce qu'on ne doit pas se dire il y a trop de violence dans la cour, faisons quelque chose. Et Ok. tant que, voilà, à partir du moment où on nous dit que la violence fait partie de la vie, que les gens sont méchants, qu'on va nous mentir, que la vie c'est dur,
Bah, c'est sûr que quand on est hypersensible, on n'est pas armé pour le vivre. Mmh. Clairement pas. Là, pour le coup, on est, bisounours naïf à 2000 et on se prend toutes les claques dans la tronche. Mais Mmh. pourquoi ce serait à nous de nous adapter à ça, en fait? Donc, ce qui est Exact. important, c'est d'être en conscience. Je suis en conscience que dans une partie du monde, il y a des méchants. Dans une partie du monde, il y a du mensonge. Et peut-être même que je le pratique, en fait. Et dans Mmh. une autre partie du monde, bah, il y a une place pour ma sensibilité et qui peut aussi faire cet effet résonance et rayonnement pour pouvoir aller toucher les autres. Et ça demande Mmh. effectivement de la responsabilité, de la conscience de soi. Ah bah ça c'est clair. Et tu as déjà parlé en fait du cadeau caché, mais pour toi précisément, comment tu le signifierais, pardon, comment tu l'exprimerais, ce fameux cadeau caché? Tu as parlé hein, déjà, mais comment tu résumerais ça en fait, de cette Tu veux dire hypersensibilité? l'hypersensibilité, enfin le fait Ouais, que ce au soit niveau de un l'hypersensibilité, ouais, le cadeau caché, ouais. pour moi, c'est un don, en fait. Oui, j'ose dire que c'est un don qu'on a, une hyper acuité, en fait, quelque part, hein. Tu des gens, ils savent faire plein de trucs. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est à la fois un don et à la fois une autre grille de lecture du monde qui permet d'être beaucoup plus en résonance avec les gens, avec les animaux, avec la vie en général, et d'être justement dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans cette empathie dont on manque cruellement. Le Covid a été désastreux par rapport à tout ça. On voit les gens beaucoup plus en mode individualiste et en mode survie. On ne peut pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal. Il y a tout le monde qui galère pour avancer. Et avec cette grille de lecture plus sensible, bah justement, dans ma réalité, en tout cas, on peut aider les gens à avancer. Après, c'est vraiment réussir à vivre son hypersensibilité du côté positif. La plupart des personnes qui me contactent, et j'imagine comme toi, subissent leur hypersensibilité et ne prennent que tout le toxique de l'environnement, la pollution, le bruit, les gens, etc. Et ça demande, c'est un peu comme le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est OK, soit je regarde les belles choses et je focalise là-dessus et mon cerveau apprend à voir les belles choses, soit je me laisse complètement bouffer par les mauvaises et du coup, je suis incapable de me servir de mon hypersensibilité comme un don. Ce don qui nous permet de nous connecter à plein de choses et d'aller très très loin en nous-mêmes, dans ce qu'on peut apporter aux gens et dans notre interaction avec le monde, tout simplement. Mmh. J'aime beaucoup quand tu parles du mot résonance, parce que me vient un autre mot, moi, qui m'est très cher, c'est la reliance. Et je Tout à fait. pense que ça va de même, si tu veux, parce que il y a une hyper connexion, bah, de fait, hein, comme tu l'as dit, on a ça en nous. Et donc, du coup, il y a une responsabilité pour moi aussi, Oui. euh, quelque part, déjà, de fait, même si on n'en a pas toujours conscience, déjà de comprendre ça, de voir qu'effectivement, on a cette reliance-là, cette résonance avec le monde, hein, le monde aussi animal, le monde végétal, enfin voilà. Et que Mm. quelque part, par rapport finalement, en tout cas, moi, c'est un peu mon dada, de dire, mais finalement, vois déjà effectivement ce cadeau en toi et vois ce que tu peux apporter au monde parce que tu n'es pas là pour rien. Voilà, Ouais. parce que je sais qu'en fait, les hypersensibles, en particulier, peut-être les HPI aussi, mais je connais davantage, moi, un peu l'hypersensibilité. On a quand même ce truc-là de trouver, tu sais, de devoir, enfin, trouver du sens dans tout ce qu'on fait. Parce que si on ne trouve pas de sens, ben, notre vie est caca, quoi, entre guillemets, tu vois. Et je me dis, ben, c'est ça aussi notre responsabilité, de trouver finalement, avec cette hypersensibilité, mais aussi notre personnalité, qu'est-ce qu'on peut apporter? Voilà. Toi, Claire, tu as trouvé ce que tu vas apporter. Donc moi, Lydia, qu'est-ce que je vais apporter? Vous, qu'est-ce que vous allez apporter? On est tous un maillon finalement, tu vois? On l'est tous et là aussi, qu'on soit hypersensible ou pas, on a tous un rôle à jouer, on a tous un talent, on a tous quelque chose à apporter au monde et c'est moi ce que j'aime dans cette posture, peut-être qu'on y est justement plus connecté ou plus sensible en étant hypersensible, c'est se dire: «OK, je suis au service de quelque chose de plus grand que moi». Ce plus grand que moi, c'est la vie, c'est le monde, c'est l'univers, c'est l'humanité, c'est ce que vous voulez, mais on a cette capacité, comme tu le disais très bien, de reliance et de toute façon, quand il se passe quelque chose qui va pas, on le ressent. Mais comme quand il se passe un truc qui va bien, on le ressent. Oui, je m'arrête sur le bord de la route pour prendre des photos de coucher de soleil ou de pâquerettes parce que je surkiffe. Mais oui, quand je vois aussi un documentaire sur le mal-être des gens, ça me prend aux tripes en fait. Et je ne peux pas supporter qu'on fasse du mal à un animal et j'ai besoin de vivre au milieu de la nature parce que sinon, j'arrive pas à me ressourcer.
Et aller dans la ville, aller dans le monde, c'est des choses que je fais parce que c'est agréable, enfin, c'est chouette, etc. Et que ça me permet de rencontrer plein de gens. Alors après, je vais gentiment me ressourcer dans ma bulle parce que c'est compliqué. Et ça, quand on est hypersensible, c'est vital d'avoir sa bulle. Ouais. Totalement d'accord avec Vraiment, toi. vraiment vital d'avoir sa bulle. Il y a eu une petite coupure, donc c'est pour ça que je t'ai pas entendu sur la fin, mais oui, tu disais que c'était vital effectivement de retourner dans sa bulle et de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, quoi, dans notre bulle, hein, c'est ça, hein, Exactement, tout complètement. à fait. Ouais. Yes. Alors on arrive bientôt au terme de cette chouette interview. Oser être soi. Donc tu en as déjà parlé parce que tu parles vraiment ouvertement de pleinement moi dans tes livres, enfin voilà, et tu t'affiches comme ça et c'est décidé quoi, hein, donc d'être pleinement soi. Donc de manière authentique, de manière vraie, de manière effectivement, j'allais dire le plus honnête avec soi en fait. Pour moi, c'est quand même Mm. une quête aussi fondamentale, tu vois, de la personne hypersensible. En tout cas, dans ce que je vois, moi, des personnes qui viennent à moi, c'est quand même ce truc-là, souvent, parce qu'elles en ont ras-le-bol, justement, de porter des casquettes qui ne sont pas les leurs. Et comment toi, tu le déclines? Tu en as parlé aussi, tu as parlé de ton parcours, mais aujourd'hui, parce qu'effectivement, tu dis depuis surtout 12 ans, tout le chemin que tu as fait en particulier, concrètement, oser être toi, c'est quoi, Claire? Alors, comment dire? Je pense que c'est surtout accepter ma vulnérabilité et mes failles. Ce qui est hyper compliqué quand on est au potentiel intellectuel. C'est partout où je sais que ça va le faire, où je sais que je vais réussir, il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est aussi accepter que je vais réussir et que ça va bien se passer et que je vais être plus rapide que les gens et que je vais sentir d'autres choses et que tant pis si ça dérange les gens, ça ne m'atteint pas. Donc, il y a ça. Il y a assumer qui je suis, ne pas du tout tenir compte du regard des gens. Je dis, voilà, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime de moi, j'ai de l'amour de moi. Donc, voilà, il y a quand je me sens ancrée dans mon truc, vous pouvez essayer de me démonter, il n'y a pas de sujet. Je peux me remettre en question, il n'y a pas de difficulté là-dessus non plus. Des fois, ça fait mal, des fois, c'est nécessaire. Mais je pense que le oser être soi, en tout cas pour moi, là où c'est le plus prégnant, c'est oser être vulnérable et c'est oser être imparfaite. Et là-dessus, c'est un vrai chemin. Oser dire, OK, j'ai merdé, OK, je ne sais pas comment faire. Et c'est aussi, j'ai complètement changé ma façon de communiquer avec les gens. Je pratique beaucoup la communication non violente. Et vous avez dû l'entendre maintenant, c'est vraiment devenu une façon de parler dans ma réalité, dans ce que je fais, pour qui je suis, etc. Je ne vais pas faire de généralité et vraiment dire, voilà, moi, ma vision du monde, elle est comme ça. Je suis totalement OK pour qu'elle soit confrontée. J'ai le droit de pas être d'accord avec toi, mais je suis OK pour écouter les réalités des autres. Et je pense que être moi, c'est ça, c'est oser m'affirmer, oser assumer, oser dire aussi, j'ai merdé. Ou alors je sais pas, ou alors là ça fait mal et c'est oser communiquer aussi sur bah voilà quand moi aussi je peux avoir du chagrin, moi aussi je peux être en colère et c'est assumer de le dire et de plus avoir peur du jugement des autres en fait. Yes. Et c'est tous les jours, hein? Alors c'est tous les jours, oui, je te l'accorde. Mais de fait C'est tous de les contextualiser, jours. je suis d'accord avec toi aussi là-dessus, parce que du coup, ça permet aussi de rentrer plus facilement en contact avec l'autre parce qu'il ne se sent pas agressé. En tout cas, moins, parce que du coup, tu contextualises et en CNV, c'est quand même aussi ce merveilleux outil de pouvoir justement rentrer aussi en relation avec des gens qui sont pas, qui n'ont pas forcément les mêmes grilles de lecture que nous, c'est le cas de le dire. Et après, même en faisant ça, ça peut arriver que l'autre ne le comprenne Bien sûr. pas et c'est voilà, être capable aussi de réaffirmer qui on est en sachant qu'on n'avait pas de mauvaises intentions, que si l'autre aussi prend les choses de travers, bah, c'est son histoire et ça lui appartient. Et c'est réussir à faire la part des choses par rapport à tout ça, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand il y a de l'affect et tout ça. Mais c'est vrai, oui, c'est un job à temps plein, dans toutes circonstances. J'allais dire même avec le chat. Donc voilà, c'est. Je crois que tu t'en es fait un peu une spécialité aussi. Enfin, tu diras parce que moi, je t'ai connue d'abord sur effectivement ta chaîne YouTube et tout ce qui est justement en relation.
Et Ouais. comment tu voudrais, pour terminer un peu l'interview, à la fois, qu'est-ce que tu aimerais dire de ton actualité? Parce que je sais que tu en as un certain nombre. Et comment tu pourrais aussi, parce que quand je t'ai présenté, et c'est vrai qu'au cours de l'interview, j'en ai pas reparlé, comment tu pourrais, peut-être en 2 mots, expliquer comment tu déclines, toi, la neurodiversité? Parce que c'est vrai que moi, là, on est plutôt sur une chaîne, qui s'adresse aux hommes et aux femmes hypersensibles. Pour que du coup, tu vois, il y ait une petite, clarification, voilà, hein, parce que je parle pas forcément non, là, j'ai évoqué HPI, mais peut-être terminer là-dessus et aussi dire ton actualité si tu as envie. Et ben, justement, on va faire une pierre deux coups parce que dans mon actualité, il y a le développement d'une plateforme qui s'appelle USkills, Mmh. USKI2LZ, sur laquelle je fais des micro-capsules pour expliquer ce qu'est la neurodiversité, ce que sont les neurosciences, comment ça fonctionne au quotidien, etc. Donc, c'est uskills.fr et justement, bah, j'essaie d'expliquer le plus simplement possible ce que sont les fameuses diversités cognitives et je peux intervenir dans vos entreprises si vous le voulez, je peux faire plein de choses par rapport à tout ça. Mais voilà, je vous invite à aller regarder cette plateforme parce que ça va vous permettre de comprendre vraiment ce qui se joue. Là, je suis en train de finir, je suis en train de bosser là sur les derniers trucs pour expliquer tout ce qu'est la neurodiversité. Et il va y avoir des capsules qui sortent à peu près je pense que c'est tous les 2-3 mois. Donc, c'est vraiment Mmh. du motion design, c'est fait avec une grosse équipe et tout ça. Là, on est parti sur un abonnement annuel extrêmement abordable parce qu'on lance le truc. Donc voilà, je suis une pro, je suis une experte dans le domaine, je sais vulgariser les choses et pour moi, ce qui compte, c'est que chacun comprenne son mode de fonctionnement et se l'approprie. Donc, dans cette diversité cognitive, ce que je mets en avant, ce sont effectivement les spécificités, mais aussi toute la richesse que ça apporte au monde. Et pour moi, il y a besoin qu'on soit ensemble neurotypiques et neuroatypiques, sinon il nous manque des choses quand même. Mais oui, il y a une complétude de tout ça. Tout à Mais fait. bravo, hein, bravo pour ton job là, parce que là, du coup, tu retrouves aussi ton job d'enseignante, hein, quelque part, de transmission. De transmission, en fait, je ne l'ai jamais perdu parce que je suis aussi formatrice. Je fais beaucoup, beaucoup de formations dans les entreprises et que ce soit conférencière, que ce soit même sur le show. Je pense que je me permets une parenthèse. J'ai d'anciens élèves qui sont venus me voir sur scène. Ils m'ont dit, bah, c'est pas vraiment différent de quand on t'avait en cours. Je fais, oh la vache. Ok. C'était le plus beau truc qu'ils pouvaient me dire, tu sais, mais voilà, ok, bon, bah, pleinement moi à 2000%. Et ce qui est certain, c'est qu'avec mes élèves, Génial. j'ai pratiquement tout le temps été pleinement moi. J'avais Ouais. cette espèce, les premières années étaient très compliquées, j'ai été dans des établissements violents, etc. Mais quand j'ai pris confiance en moi là-dessus, et que j'étais vraiment là au service des élèves et pas au service de l'éducation nationale ou d'un programme, je pense que j'ai passé des années incroyables. J'ai gardé des élèves qui sont devenus des amis. Il y en a qui m'ont demandé de les aider pour monter leur boîte, etc. Et pourtant, ça fait 14 ans que j'ai arrêté d'enseigner. Mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et eux, dans leur regard, j'avais confiance en eux pour pouvoir être moi avec tout ce qui pouvait être bancal. Et ça, c'est une grande chance. Et effectivement, la transmission au sens général, que ce soit avec les vidéos YouTube, avec les bouquins, avec les capsules de YouSkills, avec tout ce que je fais aussi en développement personnel, vous trouverez tout sur mon site internet. Ben voilà, ouais, j'aime transmettre pour vraiment permettre à l'autre de se révéler en étant pleinement lui. Pour devenir extraordinaire. Enfin, en tout cas, on l'est Exactement. déjà, mais pour encore On plus se l'est révéler. exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire, pour à la fois ta générosité dans ce que tu as apporté, de ton témoignage et puis voilà, de ces éclairages. On mettra bien sûr je mettrai dans le descriptif voilà, les liens pour te connecter avec toi, pour s'informer, se former, etc. Voilà, il y Merci. a une mine, donc n'hésitez pas à aller voir évidemment tout ce que fait Claire. Et puis, je te souhaite que du bon pour la suite, parce que je sais que tu voyages beaucoup aussi. Donc, continue voilà, à dispenser effectivement ton message. Et c'est une joie en tout cas de t'avoir rencontré et une joie de te suivre aussi. Merci beaucoup, Lydia. Tout Merci pareil pour toi beaucoup, et Claire. merci à vous d'avoir été présent. Merci. Merci et merci à vous. À bientôt. Au revoir.